Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Journal de terrain, station des Nouragues, épisode 1. Chers auditeurs de Radio Pays, comme vous pouvez l'entendre, aujourd'hui, nous sommes en pleine forêt. Où précisément, me demanderez-vous ? Je vous donne un indice, je suis parti à bord de cette pirogue affrétée par le CNRS depuis Regina, et voilà 5 heures que nous remontons l'Aprouague, croisant Tortue, Martin Pêcheur, et pour finir, juste en face de notre objectif, un groupe de singes hurleurs. Nous ne serons donc pas seuls pendant notre séjour. Notre séjour, me direz-vous, mais encore une fois, où ça ? Pourquoi et comment ? Chers auditeurs, vous ne le savez pas encore, mais il y a tant à apprendre de l'endroit où je me suis rendu aujourd'hui. À travers le monde et en Guyane, c'est un des endroits les plus réputés et des plus prisés dans de nombreux milieux scientifiques, et ce, depuis maintenant près de 40 ans. Je vous parle de la station de recherche au plus fort budget du Centre national de recherche scientifique, le CNRS, un financement à la hauteur de son caractère exceptionnel et des attentes qui y sont placées, n'en doutez pas. Peut-être l'avez-vous deviné, je vous parle de la station CNRS des Nouragues, présente dans la réserve du même nom. J'accompagne dans cette expédition 2 chercheurs, ainsi qu'Elodie Schlesing. Elodie, c'est la coordinatrice scientifique de la station. Son rôle premier, même si ça n'est pas le seul, nous pourrons y revenir, est de servir de porte d'entrée pour l'environnement de la recherche et ses acteurs. Dit autrement, elle incite les scientifiques de tout poil à venir faire leur terrain pour leurs travaux aux Nouragues et elle contribue à évaluer la pertinence ou non de certaines sollicitations émanant d'équipes de chercheurs de partout à travers le monde. Elle s'occupe également du suivi scientifique de certaines missions après le départ des équipes de recherche, mais aujourd'hui, elle est aussi et surtout la référente de la station pour notre mission. Mais nous reviendrons sur l'après-Nouragues plus en détail dans une autre chronique. Ce matin, concentrons-nous sur le présent et sur la problématique suivante. Pourquoi venir faire de la recherche aux Nouragues ? Pouah, il y a beaucoup d'oiseaux ici, beaucoup trop. Je sais plus vraiment où donner de la tête. Je vais donc essayer de revenir sur Terre en ignorant justement cet hélicoptère qui est en train de décoller, après nous avoir apporté du matériel pour le terrain de nos chercheurs. Avant toute chose, j'imagine qu'il nous faut présenter un petit peu la base, ou plutôt ces bases, ces camps. Et oui, la station des Nouragues, ce n'est pas qu'un seul camp, mais bien 2 différents, séparés par un layon de 8 km vallonné, parcouru de véritables vagues d'arbres et de plantes s'échouant sans relâche sous nos pas. Ce layon que nous avons traversé afin de changer de camp au cours de notre séjour était, je vous le dis franchement, tout simplement hors du commun. Jamais, au grand jamais, au cours de mon existence, même en Guyane, je n'avais pu me retrouver dans un espace à la biodiversité aussi exceptionnelle. Mais pourquoi ? Mais parce qu'elle est en très bon état déjà, premièrement, presque intouchée par l'homme, mais également très diversifiée, l'air de rien. On touche ici à la première qualité qui rend les Nouragues presque uniques, son cadre naturel. Et oui, de nuit comme de jour, ça grouille de bestioles parmi les moins communes de la Guyane française. Ici, on est au beau milieu de la forêt amazonienne, dans toute sa richesse. Mammifères, certes, mais aussi oiseaux, insectes, et surtout végétaux sont souverains. Nous sommes en grande partie, à quelques exceptions près, dans ce que l'on nomme une forêt primaire, un ensemble végétal qui a évolué depuis longtemps sans la moindre intervention humaine. Encore plus intéressant, les écosystèmes ici sont très diversifiés. Durant notre marche de 3 heures entre les 2 camps, nous avons eu le droit à d'épineuses forêts de bambous, appelées des cambrousses. Sur les zones les plus basses, nous avons pataugé dans une zone humide remplie de palmiers aux lattes vertes fluo. Nous nous sommes arrêtés un instant sur un chablis pour prendre de l'eau, le temps d'ailleurs pour moi de croiser le fer avec une fourmi Nova ponera, alors c'est une cousine de la fameuse balle de fusil, qui heureusement pour moi était diantrement moins redoutable. On a aussi eu le temps de se faire narguer par un quota solitaire qui se balançait par là comme un Spider-Man guyanais. Enfin bref, depuis le camp Pararé où nous avons passé plusieurs jours, nous sommes finalement arrivés au fameux camp Inselberg, entouré de roches, qui perçaient la fine couche d'humus tropical pour se présenter à nous, telles les ruines d'un temple d'un peuple depuis longtemps parti. Sur ces anciens hautains grisâtres, de nombreuses plantes d'ailleurs orchidées, très peu communes, ont étalé leurs racines, servant de couverture à des grages grands carreaux ou à des engoulevents. Et finalement, le camp Inselberg.
Contrairement à celui de Pararé, qui est en bord de rivière, sur une pente qui est relativement en dehors de la forêt, le camp Inselberg est sur le plat d'une colline, immergé sous la houle forestière, et au pied d'un Inselberg, forcément, celui dit des montagnes Balenfoy. Ici encore, nous avons également été accueillis par un groupe de babounes à notre arrivée, babounes qui nous ont d'ailleurs également tenu compagnie toute la nuit, avec leur chant si particulier. Encore plus qu'à Pararé, même les carbets du camp grouillent de biodiversité et la fameuse montagne entre parenthèses, on ne culmine qu'à 400 mètres d'altitude, est elle-même bien entendu un spot tout à fait remarquable où de nombreuses études ont été réalisées sur des rapaces ou une par exemple sur les surprenantes stratégies de ponte chez une espèce de grenouille il y a peu. Vous l'aurez compris, la principale qualité de la station donc qui a justifié son ouverture en cet endroit, eh bien c'est son accès privilégié au trésor vert de l'Amazonie. Et pour y accéder, justement, le CNRS a fait les choses en grand. Afin de ne pas être contraint par le matériel, le Centre national de recherche scientifique a mis en place 2 moyens d'accès. Un, le moins cher et le plus long, est donc la pirogue, que l'on prend depuis Regina. Le second, plus rapide, et ça est d'ailleurs presque surprenant, on voit vraiment la Guyane différemment après ça, eh bien c'est l'hélicoptère. Après un vol de même pas 1 heure, nous faisons entre autres découvrir Cacao du ciel, on peut atterrir sur les 2 camps, à notre bon vouloir. Un luxe inutile, me direz-vous ? Pas forcément. Car pour des raisons de sécurité comme de praticité, cela peut être très intéressant pour les chercheurs ayant des moyens mais pas forcément beaucoup de temps, notamment lorsqu'ils ont des échantillons à ramener en bon état de conservation. Pardon, laissez-moi passer, pardon, excusez-moi. De plus, les hélicoptères peuvent servir à ravitailler la station et à la débarrasser de ses déchets. On y reviendra également, mais la station des Nouragues, c'est aussi et surtout des conditions d'accueil tout simplement bluffantes. Surtout en un tel endroit, quoi. Ah, on vous fera pas faire du carbet bâche, ça non. Carbet commun et individuel, douche moderne, toilettes sèches à base de copeaux, eau courante potable, je vous confie d'ailleurs n'avoir jamais aussi bien cuisiné qu'au Nouragues, qui dispose de produits alimentaires très diversifiés et qui, disons, rendent bien hommage aux traditions françaises. Alors on a du fromage, de la charcuterie, etc. C'est un plus qui peut paraître aussi inutile, mais que, croyez-moi, il ne faut pas sous-estimer et qui peut vraiment plaire à certains. Et enfin, et ça aussi c'est très important, il y a surtout des espaces climatisés et équipés, réservés pour les manipulations des chercheurs et également pour entreposer leur matériel un petit peu sensible. Un paradis pour les chercheurs donc. Et encore, je ne suis pas revenu sur l'accompagnement du personnel de la station, également dédié à la bonne réalisation des terrains des chercheurs de passage. On pourra en reparler, on le fera d'ailleurs sur une prochaine chronique. Car oui, chers auditeurs, on va passer un petit peu de temps ici dans cet écrin tropical. Ensemble, nous chercherons à comprendre plus en profondeur ce qui a pu pousser le CNRS à ouvrir une base ici et pas ailleurs, puis nous aborderons l'histoire de ce site. Je parle là de l'histoire de la station, vieille de 37 ans certes, mais pas que. Vous vous souvenez au début de la chronique, je vous ai dit que nous étions presque dans une forêt primaire. Nous verrons cela aussi. L'histoire du site, bien avant l'arrivée du CNRS, et peut-être d'ailleurs que notre ami Rémi de la chronique histoire m'aidera un petit peu d'ailleurs. À l'aide d'Elodie, que j'ai pu suivre pendant quelques jours, nous allons également découvrir ensemble la vie scientifique sur la station, qui est au moins aussi riche et passionnante que son environnement d'accueil. Nous allons également découvrir les étapes qui précèdent l'arrivée d'une équipe de recherche, puis ce qui se passe une fois qu'elles seront reparties. Nous allons en effet suivre Elodie dans une de ses journées types de relevé de données et de vérification des outils de mesure. Bref, comme vous pouvez le voir, on a un bon programme scientifique pour les prochaines semaines. Auditeurs de Radio Pays, j'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus. À la semaine prochaine.